Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Clotilde Dussoulier. Salut Clotilde, comment vas-tu ? Bonjour Marine, je vais très bien. Super, je suis ravie de te rencontrer sur ce podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Clotilde, toi, tu es la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie et la créatrice du coup du podcast du même nom. C'est un podcast de développement personnel, le plus écouté en France si je ne me trompe pas, avec plus de 30 millions d'écoutes depuis sa création. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume. Et la mission de Change ma vie, c'est de transmettre au plus grand nombre les outils pour mieux se comprendre et mieux conduire sa vie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense que tu as posé de bonnes bases. Merci Marine. Super. Alors moi, Clotilde, je t'ai fait venir aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui me semble très important d'être abordé et je le vois assez peu finalement dans les médias, c'est sortir du faire à tout prix. On est dans une société, en tout cas la société occidentale, où en fait on a une vision de la productivité qui est très dans une énergie masculine, c'est-à-dire il faut faire des choses, il faut être dans l'action, il faut exécuter beaucoup de choses. Et plus on exécute, plus on fait, et plus on a l'impression qu'on va être heureux. Qu'est-ce que tu en penses de ça déjà, Clotilde ? Je pense effectivement que c'est une des grandes difficultés de notre société et de notre système, dans lequel finalement tout est organisé autour du travail, que ce soit du travail rémunéré ou du travail non rémunéré. Et donc, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, existant dans ce système, en fait, ce qu'on donne à voir aux autres et ce qui est valorisé la plupart du temps dans notre existence sociale, c'est ce qu'on fait, c'est le nombre de choses qu'on fait et la vitesse à laquelle on les fait. Et donc, c'est intéressant pour chaque personne qui nous écoute de se poser la question, effectivement, est-ce que dans mes journées ou quand arrive le week-end, est-ce que ma fierté, mon impression d'accomplissement se mesure à ce que j'ai fait? Et est-ce que si j'estime ne pas avoir fait suffisamment, comment est-ce que je me sens? En fait, c'est une question de où est-ce qu'on va retrouver finalement de la valeur, de la reconnaissance. Dans la plupart des cas, on va chercher la reconnaissance dans le regard de l'autre. Et c'est pour ça que l'être humain est un animal sociable. On a besoin de se voir dans les yeux de l'autre pour se sentir exister. La plupart du temps, en tous les cas. Et moi, je voulais avoir ton retour justement d'experte en développement personnel, en coaching, puisque avec Change ma vie, tu as accompagné beaucoup de gens, que ce soit à travers le podcast ou à travers ton entreprise. Est-ce que tu as remarqué justement des caractéristiques, des prédominances chez les personnes que tu as accompagnées par rapport à cette thématique justement de voir la productivité comme une fin en soi? Je pense que je cherche plutôt le cas particulier des personnes qui ne seraient pas sujettes à ça d'aucune façon. Je pense que, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le mode d'éducation que la plupart d'entre nous avons reçu, tout particulièrement avec le système éducatif de l'école, etc. Mais aussi ensuite, quand on rentre dans la vie active, où, par essence, dans notre travail, qu'est-ce qu'on mesure comme succès ou comme échec? C'est est-ce que vous avez produit des choses? Est-ce que vous avez accompli des choses? Est-ce que vous avez mené à bien des projets? Donc, il y a vraiment ça qui est un fil conducteur. Et en fait, moi, je ne dis pas que ça n'est pas important, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on a un fort besoin de faire des choses, d'accomplir, d'avoir l'impression de, d'avoir à l'extérieur de soi un impact sur les choses, sur les gens, sur notre environnement. C'est simplement que quand c'est une importance disproportionnée qui est donnée à ça, en fait, le problème, c'est on oublie qu'on ne peut pas être que en train de faire tout le temps et que il y a d'autres choses, d'autres éléments qui permettent
de vivre une vie qui a un sens, qui est épanouissante et qui nous permet assez simplement d'être heureux. Et ça, on le voit assez facilement. Vous pouvez même faire le petit exercice pour le constater dans votre quotidien quand vous allez rencontrer quelqu'un ou voir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Généralement, vous allez lui dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Et pas comment est-ce que tu te sens vraiment aujourd'hui ou en vivant cette expérience, comment tu t'es senti, comment tu as été. Et je trouve en fait que ce constat, déjà, il est intéressant, c'est bien de le faire, mais en plus de ça, j'ai l'impression aussi que cette course dans l'action, dans le faire, ben, elle fait qu'on néglige souvent aussi tout le reste, c'est-à-dire le repos, se connecter avec les gens, ressentir des émotions, tout le côté créatif, le fait de réfléchir, juste d'être là aussi, de rien faire, de s'ennuyer. Qu'est-ce que t'en penses, Clotilde? Alors, j'en pense que enfin, c'est tout à fait le problème. Et en fait, à mon sens, la grande erreur de cette course éperdue au fer, c'est de nous voir, chacun et chacune d'entre nous, comme finalement une machine à faire, en oubliant qu'en réalité, si on veut faire, parce que je pense encore une fois que ça fait partie des choses qui sont à valoriser dans l'expérience humaine, que pour pouvoir faire, il faut qu'en amont, il y ait eu il faut avoir reçu de l'énergie, il faut avoir reçu du repos, il faut avoir reçu de l'attention, de la connexion, il faut avoir, en fait, on ne peut pas produire sans qu'il y ait en amont à la fois de la reconstitution de ressources, mais aussi une forme de gestation, d'expérimentation, etc., qu'on a tendance à oublier de valoriser. Et donc, ce que je trouve le plus gênant, c'est avant tout dans le regard qu'on porte sur soi-même, qui est que pour beaucoup de personnes qu'on accompagne, quand elles estiment ne pas avoir fait suffisamment ou ne pas faire assez bien, assez vite ou assez parfaitement, en fait, elles ont un jugement d'elles-mêmes qui est justement très dévalorisant. Et au lieu de se dire, bah, c'est simplement que là, je suis dans une phase où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ne rien faire ou de m'ennuyer. Au lieu de se dire ça, au lieu de valoriser ces périodes-là de jachère, en fait, elle s'empêche de profiter de cette jachère et de la laisser se dérouler comme on en aurait besoin, parce qu'en fait, elle se houspille et elle se disent non, mais il faudrait, je ne peux pas me reposer, je devrais être en train de faire tel et tel truc, alors dans la maison, pour ma famille, dans mon travail, dans mes loisirs, etc. Est-ce que tu dirais que ces personnes-là peuvent avoir l'impression de gaspiller justement les ressources qu'elles ont à disposition quand elles ne font pas? Par exemple, de perdre du temps. Si je me repose, je vais perdre du temps sur mes corvées à la maison ou sur le projet d'entreprise que j'ai envie de monter. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que cette course éperdue au fer, le sidecar, en fait, ou la jumelle, c'est une forme d'urgence du temps qui passe. Et donc, il y a aussi beaucoup cette idée que, bah, en termes de conduite de nos vies, il y a un moment où il faut se mettre en couple, un moment où il faut avoir des enfants, un moment où il faut avoir atteint un certain niveau d'aisance financière ou de réalisation professionnelle, etc. Et où en fait, si on ne se sent pas dans les clous de cette évolution qui est complètement arbitraire et qui est en réalité une moyenne à l'échelle d'une société, mais à laquelle on ne peut pas être tenu individuellement, quand il y a ce décalage, en fait, on ressent une espèce de sentiment d'urgence à rattraper une forme de retard. Et donc, si je me sens en retard, ça veut dire que bah, le soir, quand je rentre chez moi et qu'il est 19h et que j'aimerais me reposer, si je me sens globalement en retard dans ma vie, je vais me dire, bah non, il ne faut pas que je me repose, il faut que je cherche des trucs sur Internet pour la formation qui me manque, pour ma reconversion, pour rencontrer quelqu'un, pour savoir des trucs sur la fertilité ou des témoignages de gens, etc. Donc, en fait, il y a cette espèce d'idée que chaque minute devrait être employée à avancer dans notre vie. Et en fait, ça, c'est une forme de déformation du message qu'on reçoit, qui est que une vie accomplie, c'est une vie dans laquelle on aurait réalisé des choses. Et donc, oui, mais pas au prix d'ignorer au quotidien notre joie, notre créativité, notre repos, le fun, le plaisir. Je te rejoins totalement. Et c'est vrai que ces milestones qu'on voit dans la société, c'est-à-dire à 30 ans, il faudrait être marié, avoir des enfants, un CDI, une maison, un chien, etc., ça fait généralement, encore une fois, plus de mal que de bien. Et moi, il y a une réflexion qui m'est venue en t'écoutant. Je me suis dit, c'est quand même assez incroyable que on fait beaucoup de choses
pour les autres, par rapport à ce qu'on imagine que les autres attendent de nous, donc la société, nos proches, nos amis. Mais, à contrario, on a généralement plus de mal à faire des choses pour nous. Et dans ce faire des choses, j'inclus bien évidemment le repos, l'ennui, les activités créatives, le fait de se balader peut-être en nature, si c'est possible pour vous. Et je me demande d'où ça peut venir, ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire des choses qui nous font du bien? Moi, je vois une des dimensions dans ce que tu dis, qui est une différence de conditionnement social que reçoivent les petites filles par rapport aux petits garçons. Parce que d'une façon générale, ce que tu décris, cette difficulté à prendre du temps pour soi, à répondre à ses besoins avant d'imaginer remplir les besoins des autres, c'est quelque chose qui est plus accentué chez les femmes. Les hommes, du fait de leur conditionnement social, ont d'autres problématiques, hein, c'est pas qu'ils sont nécessairement mieux lotis, mais ça se présente un petit peu différemment. Et en tout cas, pour beaucoup de petites filles, jeunes filles, puis femmes, on a reçu le message que nous, notre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait ce dont il a besoin, que ce soit l'harmonie dans le groupe, au sein de la famille, que la maison soit bien tenue, que voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que pour beaucoup de femmes, on a du mal justement euh, à moins faire et à plus être, parce qu'on a reçu et qu'on continue à recevoir de multiples façons le message que notre temps, il est pour les autres. Et que même si, même dans ce qu'on appelle en anglais le self-care, c'est-à-dire le soin de soi, en fait, c'est beaucoup de soins de soi pour être, c'est le soin de soi, la manucure, la pédicure, aller chez le, faire du sport pour être mince, se faire une coloration pour surtout pas montrer qu'on commence à avoir des cheveux blancs, etc. Et donc finalement, c'est pas tant le faire pour soi que, que des choses qu'on fait pour être accepté ou acceptable aux yeux des autres. Et donc, il y a une vraie exploration à mener, alors hommes et femmes confondus, pour finalement décider une forme de philosophie de vie, c'est-à-dire à quoi est-ce que je vais déterminer que ma vie est réussie ou que ma vie ressemble à la vie que j'ai envie de vivre, parce que ça va être ça le seul standard à la lumière duquel on va pouvoir évaluer au quotidien l'utilisation de nos ressources. Et ça, en fait, c'est un chantier à construire. Et donc, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir les réponses en une après-midi. Mais je pense que ça fait partie de la réponse. C'est finalement, en tant qu'individu, de se dire, euh, je ne vais pas utiliser les standards qui me sont proposés par l'extérieur pour déterminer ce que je dois faire, à quel rythme et comment, mais je vais me proposer, en regardant ce qui m'est proposé extérieurement, je vais, moi, intégrer cette réflexion et définir quelque chose pour moi-même qui me paraît juste pour moi maintenant, sachant que bien sûr, je pourrais revenir dessus dans 6 mois, dans un an, à tout moment. Parce qu'en fait, c'est cette internalisation de nos propres standards qui nous permet ensuite de nous dire, bah, par exemple, si je suis en phase de lancement de mon activité, par exemple, bah, effectivement, je vais être beaucoup dans le faire parce que c'est la phase de ma vie dans laquelle, bien sûr, il faut que je fasse beaucoup. Et puis, une fois que j'aurai fait ça et que je suis peut-être plus en rythme de croisière sur mon activité, eh bien, je vais essayer de retrouver des moments où je vais pouvoir simplement euh, être sans pression particulière, sans injonction particulière pour profiter. Donc, il y a en fait cette idée, et ça me fait penser à cette difficulté qu'on a pour beaucoup d'entre nous à respirer, et c'est qu'en fait, on est beaucoup à vivre un petit peu au quotidien en apnée, parce qu'on oublie qu'en fait, il y a l'inspiration, mais il y a aussi l'expiration. On oublie ces mouvements de gestation, production, inspiration, expiration. Il y a le printemps et l'été, mais après, il y a l'automne et l'hiver. On oublie en fait qu'on est des êtres vivants qui sommes forcément cycliques. Et je pense qu'il y a vraiment ça à intégrer de douceur avec soi-même et sa propre évolution au fil du temps. Et je trouve que c'est important aussi qu'on précise que le côté cyclique, alors bien évidemment, va s'appliquer aux femmes, c'est là où on le voit le plus avec le cycle menstruel, mais ça s'applique aussi aux hommes. Un homme a d'autres injonctions, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important, peu importe le genre auquel vous vous identifiez, de vous prévoir du temps de douceur envers vous-même, parce que effectivement, on est tous et toutes conditionnés dans une quête à la productivité, à la rentabilité. Notre temps, nos actions doivent être rentables. Et si c'est pas le cas, on émet un propre jugement sur soi parce qu'on imagine que les personnes autour de nous ou la société émettent un jugement sur nous.
Alors qu'en vérité, moi je m'en suis aperçue, la plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie. Donc ils perdent très rarement leur précieux temps pour émettre des jugements de valeur sur d'autres personnes. Et du coup, moi j'avais des questions pratiques aussi, parce que là on parle beaucoup de théorie, et chez Work in Process, on aime bien les processus, justement, les méthodologies. Je voulais savoir, Clotilde, si tu avais des conseils pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, pour justement apprendre à sortir du faire à tout prix et basculer un petit peu plus dans l'être. La première proposition que je veux faire, c'est une première étape d'observation. Parce qu'en fait, cette quête éperdue du faire, quand on est dedans, en fait, c'est comme un élan qui nous emmène vers l'avant. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que il est assez difficile d'en sortir parce qu'en fait, quand on ralentit, on ressent un grand inconfort du ralentissement, qui est l'inconfort du changement de rythme, d'une part, mais surtout de toutes les réflexions intérieures qu'on a. Et donc, une simple observation qu'on peut proposer aux personnes qui nous écoutent, c'est si vous vous imaginez prendre une journée dans la semaine qui vient, une journée où vous ne travaillez pas, vous ne vous proposez pas de faire des trucs pour la maison ou pour votre famille, mais simplement vous avez une journée libre et vous vous laissez vraiment le champ complètement libre pour en faire ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'observer ce qui monte à l'intérieur de soi. Ça peut être une sorte d'angoisse du vide, parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, cette fuite vers le faire euh, montre en fait en creux un déficit de connexion à soi et de connaissance de soi. Et donc en fait, on se fuit un peu soi-même en étant tout le temps dans le faire, ou alors une forme d'éparpillement, ou la peur de s'ennuyer, la culpabilité à l'idée de laisser de côté toute la montagne de trucs qu'il faudrait qu'on fasse. Et donc, c'est simplement intéressant de regarder quel est finalement notre profil de faiseur à la lumière de ce qui se passe en nous, dans notre discours intérieur, quand on se propose de ne rien faire de productif ou de ne rien faire de nos responsabilités. Ok, donc la première étape, c'est on appuie sur le bouton pause et on part finalement en exploration de qu'est-ce qui se passe quand on ne fait plus rien. Concrètement, quelles sont les émotions, les pensées, les ressentis, les croyances aussi qui émergent une fois qu'on a appuyé sur pause. Et une fois que justement on a repéré certaines croyances ou certaines émotions, qu'est-ce qu'on en fait après, Clotilde? Ça, c'est des choses après qu'on peut explorer en coaching parce que ça dénote en fait un mode de fonctionnement qui est probablement omniprésent dans tous les domaines de notre vie. Donc, on peut voir concrètement qu'on peut, où est-ce que ça pose des problèmes et où est-ce que ça n'en pose pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas toujours des problèmes. Mais ce que je trouve ensuite utile, c'est de se proposer finalement de rédiger une sorte de charte de soi-même, c'est-à-dire de s'exprimer par écrit les standards auxquels on se tient. Parce qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, on s'aperçoit que si on se propose de noter les standards auxquels on se tient actuellement, que c'est pour beaucoup d'entre nous, ça ressemble un petit peu à une forme d'esclavage ou en tout cas de voilà le pire boss du monde. Et donc, en les voyant écrits noir sur blanc, c'est-à-dire tout ce que je pense que je dois faire, tout ce que je pense qu'il faut que je fasse pour être à la hauteur dans tous les domaines de ma vie, on s'aperçoit assez rapidement que certainement ça ne tient pas et quand bien même ça tiendrait, ça nous enverrait dans le mur de l'épuisement. Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, l'idée c'est de se dire, OK, en fait, comme ça n'est pas tenable. Quel est finalement quels sont les standards auxquels j'ai envie effectivement de me tenir pour faire de mon mieux auprès des gens que j'aime, faire de mon mieux dans mon travail, faire de mon mieux dans ma vie en général, sans m'envoyer directement à la case burn-out. Et ensuite, de se proposer de vivre avec quelque temps et de se dire, bah non, ça en fait, quand il est 19 heures et que je suis crevée, bah peut-être c'est pas un bon moment pour lancer une machine qu'il va falloir que j'étende à 22h30, alors qu'en réalité, à 22h30, je serais mieux dans mon lit à bouquiner. Donc en fait, c'est cette idée finalement de ne pas être un pire patron envers soi-même qu'on ne voudrait, qu'on ne souhaiterait pour son meilleur ami ou sa meilleure amie. C'est très juste et je me posais une question parce qu'on parle à des entrepreneurs, mais je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des parents aussi. Et j'ai pas d'enfants, mais des échanges que j'ai eus, ils m'ont dit que c'était assez compliqué justement de sortir de ce faire parce que bah, ils se mettent des contraintes
d'ordre de travail, mais aussi d'ordre de gérer la maison, d'éduquer les enfants, éventuellement s'ils sont en couple, de faire tenir le couple, voir les amis, et à la fin, s'il reste des ressources, il y a un peu de place pour eux. Est-ce que, selon toi, il y a une bonne répartition ou une répartition peut-être plus saine pour que les personnes justement évitent d'aller vers le burn-out? Parce que le burn-out, on en parle beaucoup à titre professionnel, mais ça peut exister aussi dans la vie personnelle en fait. Absolument. Alors justement, on va proposer là, d'ici peu une masterclass spécifique pour parler de l'équilibre de vie, comment est-ce qu'on le trouve et à quoi est-ce que ça ressemble de le maintenir de façon durable. Une piste que je veux proposer là, c'est avant de pouvoir trouver cette forme d'équilibre, ou en tout cas pour mieux le trouver dans son quotidien, il y a une étape intermédiaire qui est la simplification. En fait, une grande difficulté qu'on rencontre en tant qu'individu, mais tout particulièrement en tant que parent, c'est que on charge trop, en fait. On charge trop tous les domaines de notre vie, et donc ça fait une charge qui est au bout d'un moment intenable. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, dans chacun des rôles qu'on joue, dans chacun des domaines de notre vie qui nous tiennent à cœur, d'avoir une approche qui ressemble à l'essentialisme, c'est-à-dire à se dire, si je devais enlever tout ce qui n'est pas absolument essentiel, qu'est-ce qui resterait? Et ça, c'est un travail qui est plus difficile qu'on ne le croit, parce qu'en réalité, on est tous évidemment très attachés à ces choses qu'on pense devoir faire parce qu'elles ont un bénéfice. Mais généralement, on pense au bénéfice, mais on mesure mal le coût. Et donc, je vais donner un exemple. C'est, par exemple, quand on a des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, on commence à avoir les personnes autour de nous qui inscrivent leurs enfants à tout un tas d'activités extrascolaires. Alors, c'est bien sûr, c'est quand on est dans un milieu privilégié qui permet d'avoir le temps et les moyens de le faire. Mais voilà, il y a ce questionnement qui peut intervenir. Et en fait, moi, je me souviens, au moment où mes enfants étaient petits, je n'avais pas en fait la disponibilité mentale de m'occuper des inscriptions, de faire la queue devant la piscine, de voir la logistique, de les emmener, d'avoir le matériel, etc. En fait, c'était too much pour moi. Et donc, je me suis dit, bien sûr, je vois le bénéfice que ce serait d'inscrire mes enfants à des activités périscolaires, l'école du cirque, ça doit être génial. Mais en fait, je me disais, oui, il y a ce bénéfice, mais le coût en face, en fait, c'est pas que c'est un coût trop important pour moi, c'est juste que j'ai pas, je n'ai pas la ressource pour payer ce coût. Et de la même façon, dans la maison, tout ce qu'on peut faire pour simplifier les choses, simplifier en termes de possession, en termes de type de vêtements, en termes de loisirs, en termes de, voilà, du genre de choses qu'on fait pour recevoir ses amis, etc. En fait, toujours se dire qu'est-ce qui est vraiment l'expression la plus simple de ce que je me propose de faire, et d'essayer de s'en tenir à ça. Après, si on a plus de ressources, plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent, on peut faire plus, mais commencer par exprimer finalement une forme de MVP, donc de Minimum Viable Product, de ce qu'on cherche à faire dans les différents domaines de notre vie. Et une fois que ça s'est stabilisé, on peut imaginer rajouter des choses. Super. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Pour la masterclass, on mettra le lien dans la description de l'épisode si vous voulez vous inscrire. Bah, trouver votre équilibre, c'est pas un travail qu'on fait une fois dans sa vie. On est des êtres humains vivants, on évolue, notre business aussi, puisque on est sur un podcast business, il évolue. Et en fait, trouver son équilibre, tu parlais de l'école du cirque tout à l'heure, et j'ai eu l'image d'un funambule. C'est un peu ça en fait. C'est jongler entre le faire, l'être, ce qui va nous apporter de la ressource, les endroits où on va donner de la ressource, et finalement l'équilibre, c'est un peu les réglages permanents entre toutes ces différentes catégories. Donc merci beaucoup Clotilde pour nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose avec lequel tu aimerais que les auditeurs, les auditrices repartent de cet épisode? Une chose sur laquelle j'aimerais revenir, qu'on a dite au détour d'une phrase, c'est qu'il me semble que la réflexion sous-jacente de cette course au fer, c'est la connaissance de soi et la relation à soi. Parce qu'en fait, tu as évoqué cette idée de validation venant de l'extérieur. Moi, j'ai évoqué l'idée de parfois avoir peur de se retrouver seul avec soi-même. Et je pense qu'en fait, ce qui empêche beaucoup de gens d'être simplement dans l'être, c'est qu'en fait, ils aiment pas beaucoup qui. Et donc, quand on n'aime pas beaucoup qui on est, parce que peut-être dans notre environnement familial ou scolaire, on nous a renvoyé des messages qui n'étaient pas forcément très valorisants, bah, quand on n'aime pas beaucoup qui on essaye de compenser en faisant. Et le message que je veux faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'âge et qu'il est jamais trop tard pour
finalement initier une sorte de rencontre avec soi-même, comme on ferait connaissance avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer et de trouver du plaisir à ça, sans se dire, «Oh là là, il va falloir que je remue des vieux trucs» et cetera. Mais finalement avoir une espèce de comme on a les date nights, entre parents, qui ont des enfants petits, où on se retrouve, un soir dans la semaine, à être juste entre soi. La self date, c'est-à-dire trouver un moment pour, simplement un rendez-vous avec soi, pour essayer quelque chose, voir si ça nous plaît, voir si on passe un bon moment avec soi-même, voir, comment est-ce qu'on peut s'amuser seul et cetera. Je trouve que ça, c'est une piste vraiment importante, qui permet ensuite d'être suffisamment bien avec qui on est pour ne pas se sentir toujours obligé de faire. Super. Et moi, je rajouterais une dernière chose, c'est que il n'y a pas de règles à respecter dans votre équilibre de vie. Vous choisissez vos propres contraintes et c'est à vous en fait de les adapter au fur et à mesure de votre évolution, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle. C'est vraiment très très important que vous repartiez avec ces deux clés-là parce que je reste persuadée qu'en prenant soin de soi à titre individuel, on participe à quelque chose de plus grand que nous finalement et on aide les autres aussi à trouver la voie pour qu'ils se sentent mieux aussi dans leur propre. Donc merci pour tout ce que tu as partagé, Clotilde. Où est-ce qu'on peut te retrouver si voilà, on a des questions, on a envie de te laisser un gentil mot. On a parlé de la masterclass tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Oui, alors un bon point d'entrée vers, l'approche et l'univers change ma vie, c'est donc le podcast que vous pouvez, retrouver partout où vous écoutez Working Process, bien sûr. Hem, je suis, présente sur LinkedIn, donc vous pouvez trouver mon profil, sous Clotilde Dussoulier. On est sur Instagram également, l'identifiant c'est Oui change ma vie et bien sûr sur, notre site et si vous voulez avoir des informations sur le programme de coaching, c'est sur changemavie.com/coaching. Super. Tous les liens seront disponibles dans la description de l'épisode. Je vous remercie, vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur Work in Process. Et encore une fois, merci beaucoup Clotilde. Merci Marine de m'avoir reçue. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.